Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Akea. Moi, c'est Anne, je suis créatrice et gérante du bureau de production Akea à Rennes. Notre travail au quotidien avec notre équipe, c'est d'accompagner les artistes à concrétiser leurs idées et créer du spectacle vivant. On a décidé de faire des petits entretiens avec quelques personnes invitées et aujourd'hui, on reçoit donc Laura Trianon. Bonjour Laura. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté l'invitation à cet entretien. Laura, du coup, tu es, toi, plutôt côté communication, marketing, etc. Tout à fait. Et très précisément aujourd'hui, mais tu nous en diras plus tout à l'heure, tu es en freelance sur du community management et plutôt spécialisé côté artistique. Exactement. Je vais le dire quand même si bon, ça paraît assez évident, voilà, j'ai rencontré Laura il y a pas très longtemps et effectivement, ça faisait longtemps que je cherchais pour avoir quelqu'un qui soit en community management et qui puisse gérer les réseaux sociaux, les miens, potentiellement sur Akea, même si pour l'instant je les gère encore toute seule, mais surtout aussi ceux des associations que j'accompagne et surtout, parce que moi j'aime bien toujours avoir, quand je ne peux pas faire une prestation, quand je ne peux pas accompagner quelqu'un, en tout cas, de pouvoir donner un contact, de pouvoir transmettre à quelqu'un et pas juste de dire à la personne « bah non, débrouille-toi, voilà, fais ce que tu veux, moi je fais pas ». Donc c'est vrai que ça m'arrive assez régulièrement, il faut pas se leurrer, d'avoir des artistes qui cherchent surtout de l'accompagnement sur la gestion des réseaux sociaux. Donc j'ai envie de dire même sur la communication générale. Et toi, c'est un peu ce que tu fais. Tout à fait, ma spécialité. Du coup, Laura, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Parce que moi, j'aime bien voir un petit peu le déroulé et tes compétences de façon générale. Bien sûr. Moi, en fait, je suis pas du milieu de la com à la toute base. J'ai fait des études de langues étrangères appliquées. Mais ma spécialité s'est ensuite dirigée vers la communication. Je viens à la base d'une formation qui s'appelle LEA et j'ai fait de l'anglais, de l'allemand et du chinois il y a déjà un certain nombre d'années à Nancy et avec une dimension commerce et stratégie à l'international. Donc c'est là que j'ai commencé à appréhender vraiment tous les milieux de l'entreprise, que ce soit du recrutement, du management, de la finance, du droit. Enfin vraiment j'ai exploré tous les domaines et vraiment cette vision 360 m'a vraiment plu dès le début et c'est là que je me suis dit j'aime bien effectivement cet aspect-là de l'entreprise et pourquoi pas avoir une spécialisation un petit peu plus communication et marketing. C'est ce qui s'est passé quand j'ai emménagé à Rennes en 2017 et j'ai poursuivi ma formation donc langues étrangères appliquées mais avec la dimension vraiment communication, marketing, management à l'international toujours, donc avec l'appui des langues. Et ensuite, en fait, comme j'ai toujours baigné un petit peu dans le milieu artistique, dans le milieu de la musique, puisque j'étais moi-même musicienne depuis toute petite, ça s'est un petit peu proposé à moi grâce aux rencontres des dernières années. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, en fait, gérer de l'artistique, ça peut vraiment, vraiment m'intéresser. Donc, allier l'utile à l'agréable, c'était un petit rêve de gamine, et c'est comme ça que ça s'est réalisé, effectivement. Donc là, tu t'es lancée finalement assez récemment alors on dit en freelance, en indépendante, en fait en entreprise. Ça reste assez récent. Puis finalement, tes premiers clients, naturellement, ont été des artistes. Est-ce que c'était naturellement ou est-ce qu'en fait, toi, tu avais cette envie justement de te diriger vers l'artistique? Donc, c'est ce qui est venu à toi aussi directement? Un petit peu des deux, parce que j'ai travaillé grâce à des amis en fait qui ont tous un petit projet musical de leur côté. J'ai toujours eu à cœur vraiment de leur apporter un peu mon énergie parce que en fait c'est des copains donc leur projet est très cool, du coup on s'investit dedans, on fait des concerts avec eux, c'est eux qui m'ont appris ce que c'était que de faire un concert, de faire une tournée. On a fini par monter une association ensemble et c'est moi qui m'occupe de la communication, du booking des dates et du design dans le cadre de cet asso-là. Et ensuite après c'est vraiment des rencontres qui se sont faites parce que finalement le milieu de la musique à Rennes est assez petit, donc les rencontres se sont faites naturellement et j'ai rencontré du coup mon premier client qui était un ami à la base. Ça a beaucoup facilité la communication, notamment sur l'aspect professionnel en fait de notre relation. Et du coup, en fait, déjà à la base, j'écoutais son projet à titre perso parce que c'est un projet de musique celtique électronique et j'étais une des rares à écouter ça parce qu'on fait du violon petite. Le jour où j'ai vu cet artiste-là dans ma playlist Deezer, je me suis dit
putain, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Et en fait, il se trouve que les rencontres ont fait que je l'ai rencontré en soirée à Rennes. Donc moi, j'étais pas du tout au courant qu'il était rennais, déjà qu'il était français. Moi, je me dis, c'est proposé par Deezer, donc c'est un artiste international. En plus, il était rennais, et finalement, je finis par le rencontrer. Donc vraiment, les 10 premières minutes de notre rencontre, ça a été moi de groupie, en lui disant, j'adore ce que tu fais, c'est trop cool et tout. Et la relation s'est poursuivie ensuite. On a fait pas mal d'activités ensemble, de soirées, etc. Et en fait, c'est lui qui m'a dit, au bout d'un moment, du coup, fin année 2024, et qui me dit, écoute, moi, je m'occupe de la communication dans le cadre de mon autre groupe, qui s'appelle Green Lads, qui est un groupe de musique celtique électronique. Et ils sont 5 dans ce projet, ils font ça à titre pro, tous. Et ça a donné vraiment le pied à l'étrier pour me lancer dans cette activité-là. Je me dis, moi, je m'occupe de la communication, mais ça me prend vraiment beaucoup de temps. Oui, j'allais dire, c'est ça, parce que je crois qu'on parle, c'est un client qu'on a en commun, Antoine Rosé, donc qui est auteur-compositeur sur ses musiques et qui est dans plusieurs groupes et qui est aussi sur le label Via Gramophone qui est à Rennes. Et effectivement, nous, on l'accompagne avec Akea. Ils sont arrivés à ce niveau où ils commencent à avoir besoin de déléguer des choses où disons pas ils commencent à avoir besoin, parce qu'en général ce niveau on l'a dès le début. Oui, on aimerait bien déléguer dès le début, mais en tout cas ils peuvent commencer à le faire, à vraiment se professionnaliser sur ces aspects-là et avoir envie de se concentrer sur l'artistique. Je crois que ça parle à beaucoup d'artistes en fait, mais comme quand on est entrepreneur où en fait on doit tout faire, et puis de temps en temps au bout d'un moment, on commence à réussir à pouvoir déléguer certains pans du métier, et puis de se recentrer sur le cœur du métier qu'on aime. Donc effectivement, c'était ça. C'était complètement le deal, effectivement. Donc il faisait très bien sa communication. Je crois que jusque-là, ça fonctionnait, mais ça prend énormément de temps. Donc je pense qu'effectivement, il a dû être content de rencontrer quelqu'un qui fait sa communication et qui est cette acquaintance vraiment avec le milieu artistique et donc la musique plus particulièrement, et puis en plus le violon qui est l'instrument principal d'Antoine et que toi tu jouais aussi. Exactement. Donc c'est vraiment la bonne rencontre artistico-amicalo-professionnelle. Tout le monde n'a pas la chance de travailler avec des clients avec qui vraiment déjà la relation se passe bien. Et en plus, en fait, c'est vraiment dans le milieu artistique, je trouve que c'est très très important de pouvoir avoir un vrai attrait pour le projet de l'artiste. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir travailler avec quelqu'un dont on aime le projet, qu'il soit artistique ou autre. Et là, en l'occurrence, déjà la relation amicale se passe bien, il me fait confiance. Ça m'a donné confiance aussi. Et je le remercie encore tous les jours grâce à ça. C'est un plaisir en fait de travailler dans un projet dans lequel vraiment on fait les répétitions ensemble. Enfin, j'assiste aux journées de composition, journées aux balances aussi des concerts. Et c'est un plaisir en fait. Ouais, tu vois tout. C'est ça. Donc en fait, même quand eux ils sont sur scène, ils sont en train de gérer leur balance, ils sont en train de gérer les réglages du son, etc. Et puis que t'en as une dans la salle qui est en train de danser, ça ajoute un truc très cool. Donc ça rend vraiment la relation assez facile. Donc dans ce cadre-là, effectivement, Antoine a été celui qui m'a permis d'avoir le courage de me lancer à titre pro. À côté de ça, j'ai d'autres connaissances. Ça s'est vraiment fait de façon assez naturelle. Et c'est les gens dans mon entourage qui m'ont dit, écoute, moi j'ai un besoin. Si toi tu te lances, je ferai appel à toi. Donc vraiment, l'entreprise s'est lancée comme ça, et c'est très très cool du coup. Et à côté de ça, effectivement, je continue à m'investir dans le projet associatif avec le collectif La Fièvre, qui est un collectif de rap électro. Et pour le coup, j'écoute pas de rap à la base, mais comme c'est des copains que je connais depuis plusieurs années, ça rend le projet super intéressant parce qu'en fait, ça permet de se lancer dans quelque chose dans lequel on est entouré par des gens passionnés. Et je crois que c'est vraiment le nerf de la guerre professionnellement, je trouve. En tout cas, c'est une vraie chance. Donc il y a effectivement eu ça. J'ai fait partie aussi d'autres projets musicaux, comme un projet de clip vidéo semi-live, on va dire, qui est publié sur YouTube sous la chaîne des Nouveaux Horizons, qui est dirigée par un ami qui fait des vidéos, qui fait du réarrangement musical. Et dans ce cadre-là, j'étais musicienne. Donc en fait, vraiment appréhender d'être devant la caméra, de savoir ce que c'est que de faire du montage vidéo, de savoir ce que c'est que de faire de la promotion sur les réseaux sociaux. Je l'ai fait à titre bénévole parce que c'était un ami, parce que c'est quelqu'un que je trouve très talentueux. Donc ça m'a donné encore plus envie de me dire, en fait, je peux le faire. Je suis compétente là-dedans, j'ai de l'expérience là-dedans, donc ça vaut le coup. Et du coup, voilà.
C'est ça, oui. Au niveau des compétences, parce que du coup, tu as fait du marketing. Enfin, on parle de réseaux sociaux, on parle de community management. Mais c'est vrai que pour moi, le community management ne va pas sans non plus un peu une stratégie de communication générale, de marketing. Alors, voilà, on utilise des mots qu'on n'utilise pas forcément dans notre milieu. Effectivement, marketing, je crois, les Green Nuts, ils vont avoir, comme moi, j'ai fait le petit carnet. Voilà, ils ont les t-shirts. Donc c'est vrai que des groupes de musique comme ça peuvent avoir des t-shirts, mais je pense à d'autres associations, des compagnies, que ce soit en musique ou en théâtre, vont pas forcément avoir cet aspect-là de marketing, mais on a d'autres points qu'on peut avoir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelles sont tes compétences et sur ces différents points, réseaux sociaux, marketing, stratégie globale en fait? C'est grâce à mes emplois précédents que j'ai pu développer vraiment des compétences un peu à 360. Avant de travailler dans mon activité de freelance, j'ai travaillé dans un escape game, donc dans le milieu du loisir. Et là, j'avais vraiment la multicasquette, c'est-à-dire que non seulement j'accueillais les clients avant les sessions, mais je faisais aussi la gestion des réservations, la gestion des plannings. À côté de ça, je faisais de l'assistanat administratif. À côté de ça, j'étais actrice maître du jeu, donc j'étais dans la salle avec eux. Juste avant que le Covid ne viennent sur le territoire français. Donc vraiment, j'ai signé mon contrat pour la com et le marketing de la boîte le 1er février, je crois. Donc vraiment, pile poil avant que le Covid arrive. C'était parfait. Et ensuite, on a été fermé pendant un long moment. J'ai quand même pu appréhender ce que c'était que faire la communication et le marketing dans l'optique d'une boîte qui vend un service de loisirs, par ailleurs. Et du coup, tu as continué à faire de la communication pendant que c'était fermé, j'imagine aussi, pour garder un lien, ou vous avez pu faire ça ou pas forcément? Non, à l'époque, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de besoins. Je me disais le contenu, parce que c'est ça des fois qu'on peut retrouver dans le milieu artistique, c'est avoir du contenu tout au long de l'année. Ouais, c'est ça. Non, là, à ce moment-là, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. En fait, comme on était fermé et qu'on n'avait aucune nouvelle sur la façon dont ça allait durer, enfin sur le nombre de semaines que ça allait durer, là pour le coup c'est mon chef qui s'en est occupé. Et en fait, à quoi bon faire de la publicité pour quelque chose qui est fermé et pendant combien de temps on ne sait pas, donc c'est compliqué. Cela dit, dès que ça a réouvert, dès qu'on avait une date de réouverture grâce au déconfinement, là, on a eu du taf. Et là, il a fallu justement travailler pour faire passer au-delà de donner l'envie de venir, c'est donner de l'envie de venir malgré les petites peurs qu'on avait un petit peu au début de se retrouver dans un milieu où on peut croiser pas mal de gens, comme on a eu finalement aussi dans les salles de spectacle où, tout à fait. Où voilà, même quand il y avait une place d'espace, je pense qu'au début, quand on entendait quelqu'un un peu tousser et tout, on était un peu quand même... C'était vraiment bizarre. L'ambiance était particulière. Que ce soit dans le milieu de la culture ou dans le milieu du loisir, en fait, les gens étaient vraiment prêts à sortir de chez eux. Ils en avaient très très envie, mais il y avait toujours effectivement cette crainte de se dire là, je vais dans un escape game. Ce que les gens savaient pas, c'est que nous, à l'époque, déjà, on a dû travailler la communication bien en amont pour être capable de former l'équipe aussi. Parce qu'il a fallu, enfin, j'imagine que vous savez ce que c'est qu'un escape game, mais vous êtes enfermé dans une salle pendant 1 heure et vous devez en sortir, mais du coup, vous touchez énormément de choses. Du coup, entre chaque session, il fallait désinfecter tout. Les objets, les poignées de porte, les boutons, les interrupteurs, etc., les cadenas, et ça prend un temps fou. Comment on communique là-dessus? Comment on communique aux gens le fait que c'est OK de venir chez nous, de leur communiquer les règles de sécurité qui sont respectées par l'équipe, etc., tout en leur faisant passer un bon moment dans cette ambiance qui était très compliquée post-Covid. Donc, très intéressant. Une bonne expérience en soi. Tout à fait. Une bonne expérience de communication de crise, justement. Donc, il y a eu effectivement cette partie-là. Et au bout de 3 ans, je suis partie de l'entreprise et j'ai été embauchée dans un poste dans le milieu de la nuit. Et là, j'ai découvert le milieu artistique, vraiment le côté pro dans le milieu artistique, dans la communication artistique. Donc, il y avait une partie de gestion de relations artistiques, notamment avec la création des visuels, le respect de la charte de l'artiste, le respect du projet de l'artiste, accueillir ces personnes dans l'enceinte de l'établissement. Et surtout que c'était un établissement de nuit, donc c'était une communication vraiment différente, parce que là où d'habitude, ma communication portait sur un public qui était présent en journée, là j'avais des horaires de jour pour préparer ma communication qui serait perçue la nuit par des clients qui sont, on va pas se mentir, dans un état un peu second, ce qui rend la communication encore plus intéressante, puisqu'il faut aller droit à l'essentiel, il faut que ce soit très clair, il faut à la fois respecter un petit peu le deal aussi des artistes et des visuels qu'on préparait à l'époque, et il fallait être capable d'être présent sur tous les réseaux sociaux, donc apprendre les codes du milieu de la nuit aussi, donc c'était super intéressant.
Et effectivement, 2 ans après cette expérience-là, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas me lancer à mon compte. Et c'est comme ça que Monacom est né au mois de septembre 2024. Et c'est comme ça que depuis, je me lance dans le projet de freelance. Super. Donc c'est Monacom. Monacom. C'est ça. Mona apostrophe com, effectivement. Une petite histoire derrière. On en parlait justement Ben, avec oui. le nom Akea. J'aime bien les petites histoires. Oui, c'est ça. En fait, vraiment, quand je cherchais le nom de l'entreprise, j'ai communiqué avec une personne qui était psychologue dans le milieu de l'entrepreneuriat et qui accompagnait les gens dans leur projet de création d'entreprise. Et je lui disais que je trouvais pas de nom à hauteur de ce que j'espérais, mais que j'aimais bien le fait d'avoir un nom avec une histoire derrière, comme un tatouage. Voilà. J'ai des tatouages aussi, une histoire derrière chaque tatouage. J'aimais bien l'idée de me dire, je vais pas mettre mon nom et mon prénom derrière mon nom d'entreprise. J'ai envie d'un truc qui soit à moi. Et en fait, il se trouve que j'avais envie aussi que le nom soit à peu près intelligible pour qu'on comprenne que c'était au milieu du conseil en stratégie de communication et marketing. Et il se trouve que mon chat s'appelle Monaka, c'est un nom japonais. Donc je me suis dit, bah en fait, Monaka, Monacom, ça se tient, c'est mignon, ça passe, c'est court et c'est ça, on comprend ce que je fais aussi, donc voilà. Et ça a son importance mine de rien parce que je pense on a tous eu ce moment au moment de la création qui peut être un moment aussi bloquant parce que finalement il y a un truc psychologique des fois aussi derrière de réussir à c'est vrai que je te l'avais expliqué mais sur le nom Akea du bureau de production j'étais à Bordeaux à l'époque quand j'ai décidé de me lancer et finalement c'est quand j'ai déménagé à Rennes revenue en terre bretonne etc près de la famille que le nom m'est apparu alors que ça faisait plus d'1 an que je cherchais et je trouvais absolument pas et finalement nous on accompagne des structures qui existent depuis déjà un certain temps et d'autres qui se créent, voire même où on est au moment où vraiment on va créer l'association et la recherche du nom. Et c'est vrai que c'est compliqué finalement que ce soit pour créer une entreprise ou pour créer une association parce que on sait qu'une fois qu'on met ce nom, finalement on pourra pas le changer si facilement après parce que tout ça rentre aussi dans l'aspect de la communication de façon globale. Donc il y a à la fois pour si on veut faire le site internet, enfin vérifier sur internet que c'est pas déjà utilisé, si jamais on veut aussi le déposer, ça c'est un autre sujet. Mais également, une fois qu'on a créé une communauté derrière avec les réseaux sociaux, si on change de nom, ça conviendra pas. Donc il faut trouver celui qui soit impactant, qui soit à la fois ok en termes de marketing, de communication, et en même temps celui avec lequel on est complètement aligné et qu'on se dise pas 6 mois après non. En fait non, je reviens. Je reviens, je change. Voilà. Il vaut mieux éviter de changer, mais du coup ça m'a donné un aperçu de ce que c'est que d'avoir un projet et de communiquer sur ce projet-là qui me ressemble. Ça me permet aussi de mieux comprendre les projets de mes clients et de m'approcher au mieux de ce qu'ils cherchent à transmettre. Et ça c'est très cool. Et du coup, maintenant que t'es lancé en freelance, que t'es vraiment aligné avec ton nom d'entreprise et tes premiers clients dans le milieu artistique, qu'est-ce qui te plaît dans le fait de gérer de la communication, des réseaux sociaux plus spécifiquement quand même, et les réseaux sociaux peut-être spécifiques du milieu artistique. Qu'est-ce qui te plaît dans tout ça Je crois que ce qui me plaît le mieux, c'est vraiment ce que je disais juste avant, ça fait écho au fait d'être entouré de gens passionnés, en fait, tout simplement. En fait, je trouve ça super beau d'être en contact avec des gens qui sont passionnés, et quelle que soit leur passion, en fait. Quand je rencontre des gens en soirée, ils peuvent me dire, moi, ma passion, c'est de fabriquer des chaises en bois dans le Larzac, et je trouve ça incroyable, et je leur pose 1000 questions dessus, parce que peu importe le projet, dès lors qu'on a quelqu'un autour de nous qui a cette flamme à l'intérieur, je trouve que c'est un vrai moteur. Et ça me donne envie de prendre la personne et de la mettre sur un petit piédestal et dire au monde entier, regardez, elle fait un truc incroyable et cette personne-là, elle est passionnée par quelque chose. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de m'accrocher au projet de mes potes à la base et de me dire, mais en fait, j'adore pouvoir mettre les gens sous la lumière et comprendre le projet au plus près, essayer de m'en imprégner pour être capable de transmettre ce message au plus grand nombre. Je trouve ça trop beau de faire ça, en fait. Quand t'es en train de dire ça, j'ai l'impression de visualiser la passion qui te transperce, la passion d'une personne qui te transperce et que tu retransmets en multi. C'est un peu l'idée, effectivement. En fait, je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui est autour de nous et qui est passionné par son travail, par un hobby, par quoi que ce soit. Et je sais pas si ça vous le fait vous, mais moi c'est vraiment ce côté les étoiles dans les yeux du gamin qui arrive à en faire un métier, qui arrive à en faire un hobby et à s'investir dedans.
Et en fait, je trouve ça beau. C'est juste que la personne rayonne et ça me donne envie de la faire rayonner encore plus. C'est ce qui est le projet de la communication. Finalement, c'est ça, c'est quand une personne est alignée, elle transmet tout ce qu'elle veut faire là-dessus. Et en général, les artistes sont alors pas alignés avec tous les projets qu'ils font, mais en tout cas les projets qu'ils souhaitent porter, c'est que quelque part, à un moment donné, ça ressort un peu des tripes. Et sur l'artistique, on est toujours sur être habité par une émotion qu'on va vouloir transmettre. En fait, c'est nous faire vivre des émotions à nous en tant que public derrière. C'est quelque chose qu'ils savent très bien faire. Donc effectivement, par contre, des fois, ils ne savent pas du tout. C'est ça. Effectivement, se mettre en valeur pour pouvoir le faire. Enfin, je dis les artistes, enfin tout le monde. En fait, c'est quelque chose de pas si simple que ça à faire. En fait, c'est des gens qui mettent tellement leur énergie, leur âme dans ces projets-là que effectivement, c'est un métier à part entière de faire de la communication. Et c'est là que je fais coucou, je peux vous aider. Ça tombe bien parce que ce que vous faites vous passionne. Tant mieux. Moi, je suis capable de vous accompagner là-dedans et de vous apprendre les principales règles pour vous permettre de justement continuer à vous concentrer sur ce projet-là. Au même titre qu'Antoine, effectivement, m'a fait confiance avec Green Lads. Ça lui permet notamment de dégager du temps pour se concentrer sur la composition, toute la partie administrative parfois qu'il gère encore, ou simplement les journées de répète, etc. Au moins, il peut se dire, ok, moi j'ai un calendrier éditorial qui est établi sur le mois à venir, donc je fais confiance, les postes seront faits. Je suis tranquille, voilà tout. C'est le deal, c'est pouvoir dégager du temps aux gens qui ont une énergie à mettre ailleurs. Ça, c'est vraiment chouette. Petite question qui ressort souvent quand même dans le milieu artistique. Réseaux sociaux, milieu artistique. Est-ce qu'on doit utiliser les mêmes codes, le même fonctionnement de façon générique que pour toute autre entreprise ou toute autre personne? Je pense, est-ce que influenceur, entreprise, c'est la même chose, etc. Ou est-ce que le milieu artistique, on a un peu des spécificités? J'avais entendu notamment sur un salon que peut-être on n'était pas exactement dans les mêmes timings de poste et que par exemple quelqu'un qui fait plus influenceur ou des entreprises doivent poster vraiment beaucoup, peut-être 5 fois par semaine, etc. que peut-être dans le milieu artistique on est moins là-dessus. Est-ce qu'il y a une vraie différence pour toi? Est-ce que tu as une opinion là-dessus peut-être ou pas du tout? Alors la question est super intéressante, effectivement, elle revient souvent. Et la réponse est pas simple parce que c'est oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, de manière générale, pour ce qui est uniquement des réseaux sociaux, il y a des codes à respecter, quelles que soient les plateformes. On va pas poster la même chose, de la même façon, au même moment, que ce soit sur X, anciennement Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitch, YouTube. C'est des réseaux sociaux qui sont très différents. Et encore, j'en ai cité que quelques-uns, il y en a beaucoup plus que ça. Donc, il faut être capable de comprendre les codes de chacune de ces plateformes-là. Et ça, c'est un métier. C'est pour ça qu'il existe le métier de communicant, bien sûr. Et on peut tout à fait, bien sûr, confier la gestion des réseaux sociaux dans un projet artistique au petit cousin, au neveu, à la nièce qui a envie de se lancer là-dedans, qui touche un petit peu à l'ordi depuis quelques années, puis qui s'intéresse à ça, évidemment. Mais il faut savoir que ça reste un métier à part entière, et je me bats un peu là-dessus parce que à l'heure actuelle, tout le monde utilise tellement les réseaux sociaux qu'on a l'impression de tous les connaître, et que comme on les utilise à titre perso, on a l'impression de maîtriser les principaux codes, donc savoir quand est-ce qu'on peut poster, etc. Ça reste très différent dans tous les cas, que ce soit une structure comme un club, une boîte de nuit, un artiste qui est en train de se lancer dans son projet, qui a toujours fait ça à titre perso et qui là met un premier pas dans l'aspect professionnel et qui veut participer au concours des jeunes talents de sa région, une troupe de théâtre de Biélorussie ou le nouvel orchestre de la Nouvelle-Angleterre. Enfin, ça reste de toute façon des projets qui ont une ampleur, une notoriété différente. Donc évidemment tout change, mais effectivement ça reste quand même des réseaux sociaux qui ont des usages différents. Donc dans tous les cas, il faut être capable de s'adapter au projet. Il faut être capable de s'adapter effectivement au message qu'on veut transmettre. Le message sera pas le même en fonction de l'heure à laquelle on poste. Et effectivement, d'une plateforme à une autre, on va pas poster non plus à la même heure. Donc il faut être capable d'avoir un peu ce double aspect-là, en fonction de ce qu'on est, en fonction de ce qu'on veut dire, en fonction du message qu'on veut transmettre, de la façon dont on veut le transmettre. Est-ce que c'est une vidéo, est-ce que c'est une photo, est-ce que c'est un carrousel de photos? On n'utilise plus trop ce mot-là. Donc finalement, si je te comprends bien, c'est même pas forcément milieu artistique ou milieu du BTP ou voilà, c'est plus projet par projet. C'est ça. Et vraiment réussir peut-être à
à déjà, comme tu disais, quand on est aligné avec la personne, donc comprendre complètement le projet. En fait, il y a tout un travail comme ça en amont. Et puis après, finalement, ce qu'on disait tout à l'heure, l'avantage que tu as de pas avoir fait que les réseaux sociaux dans ta vie, c'est finalement de pouvoir avoir aussi cet aspect 360 degrés, de peut-être aider aussi sur la stratégie de quel réseau social on va utiliser, parce que il faut peut-être pas utiliser tout. Les réseaux sociaux. Non. Je crois que ça c'est quelque chose d'acquis qu'on m'a déjà dit où il faut choisir. Il faut choisir et je pense que la meilleure façon de savoir comment faire sa stratégie de com, c'est déjà de comprendre qui on est. En fait, on va pas établir la même stratégie de com qu'on soit une entreprise qui vend à des particuliers ou qu'on soit une entreprise qui vend à des professionnels. Ça, c'est vraiment mon expérience qui m'a appris la différence entre le B2B et le B2C, qui sont des termes un peu techniques, donc business to business ou business to consumer, donc de l'entreprise à l'entreprise ou de l'entreprise au client. Déjà, effectivement, il y a ça. Et pour la même raison, une structure dans le milieu de la nuit ou un espace de théâtre, enfin un lieu, ce qu'on appelle les venues en anglais, les lieux dans lesquels les artistes se produisent, les salles de concert par exemple, ne vont pas communiquer de la même façon puisqu'ils vont s'adresser effectivement à des managers ou à des tour managers. Ils vont s'adresser pas à l'artiste en lui-même, là où l'artiste lui-même va s'adresser à son public, mais aussi à des tour managers et aussi à des lieux. Donc en fait, il faut être capable de savoir dans quelle position on est, à qui on va s'adresser, et ensuite, en fonction de ça, d'adapter sa stratégie pour être capable de délivrer le bon message au bon moment à la bonne personne. C'est vraiment tout l'ampleur de la communication. Oui, parce que finalement, aujourd'hui, en fait, ça compte aussi pour les artistes, soit pour l'artiste en tant qu'individu professionnel, seul sur son propre réseau social, ou sur le réseau qui présente la compagnie. Le nombre de followers, en fait, va pouvoir parfois contribuer, si on s'adresse au public en disant « venez à mon public ». Et du coup, parfois, les salles et les programmateurs peuvent aussi commencer à jeter un œil là-dessus, parce que on est quand même aussi dans une période un peu complexe financièrement parlant. On va pas, j'enfonce une porte un peu grande ouverte ici, mais c'est vrai que du coup, derrière, il faut le comprendre dans le sens se mettre un peu à la place aussi parfois de programmateurs qui vont avoir des budgets réduits et qui vont devoir rendre des comptes aussi à des financeurs publics ou parfois à des financeurs privés aussi, mais normalement le but c'est si on a à rendre des comptes, c'est aux financeurs publics plutôt. Ça va être d'avoir confiance, et finalement aujourd'hui ce qui nous donne confiance, c'est de se dire ça c'est quelque chose, c'est un artiste, c'est un spectacle qui est sûr parce qu'on a pu voir les réseaux sociaux, on peut voir le nombre de followers, on peut peut-être voir les commentaires des personnes qui sont déjà venues dans le public, et finalement ça met une confiance quelque part pour pouvoir acheter un spectacle aussi. Exactement. Donc c'est vrai que ça commence à entrer en compte de façon assez importante, non pas que pour faire venir du public, mais même pour vendre son spectacle en fait. Exactement, et c'est en ça que le community manager ou manageuse va vraiment tenir son rôle de gérant de communauté, ce qui est littéralement la traduction de community manager. Donc si le public était présent à la dernière représentation, au dernier spectacle ou au dernier concert, récupérer vraiment le ressenti du public qui était là. Donc c'est un travail qui a lieu avant la date, qui a lieu pendant la date, où nous on se retrouve sur scène à prendre des photos, des vidéos des artistes et à prendre des photos aussi du public pour vraiment se baigner dans l'énergie qu'il y a devant la scène, devant les musiciens, devant les artistes. Et c'est ce travail-là aussi qui est très important parce que c'est le moteur de ce qui va faire ensuite une bonne communication. En fait, si les gens assistent à un public qui tape dans les mains, qui danse, qui rigole pendant les spectacles d'humour, c'est en ça que ça va être la meilleure communication, parce que c'est tout bête à dire, mais la meilleure communication, le meilleur marketing, ça reste le bouche à oreille. Donc si le community manager fait bien son travail, il est capable de capter cette essence-là et de pouvoir la retransmettre pour que le spectacle tienne toute une tournée, que les concerts se répètent année après année, que les contacts se fassent comme ça, etc. Et que les artistes puissent avoir leur notoriété grandir. Et qui facilite derrière le travail. J'ai tendance à dire, moi, on peut pas faire de la diffusion en n'ayant pas les bons outils de communication. Pour moi, c'est quelque chose qui est un peu entoure. Alors, il nous faut aussi la production, l'administration, n'oublions pas, pour pouvoir prendre le relais derrière de cette notoriété qui se met en place, etc. Mais c'est vrai qu'une personne en charge de la diffusion aujourd'hui, si elle a ces bons outils-là, ça va vraiment lui permettre de valider
en fait des présentations. Elle aura juste à faire connaître et puis elle aura pas à ramer et se battre pour démontrer à quel point le spectacle il est génial, pour essayer de faire venir quelqu'un, parce que au fond, quand on est en tout cas pour moi c'est la même chose, quand on est en charge de la diffusion, il faut avoir aussi ce côté aimer le spectacle, et ça m'est arrivé par téléphone de pouvoir transmettre à quelqu'un à quel point le spectacle, même si cette personne à la programmation n'avait pas vu directement le spectacle, mais de pouvoir transmettre que oui, c'est vraiment quelque chose qui est très bien. Mais je dis ça, c'était il y a déjà quelques années. On est quand même en très grande mouvance dans le milieu artistique là-dessus. On vend beaucoup moins de dates par année, etc. Ça, c'est certain. Mais du coup, aujourd'hui, on peut avoir ces outils-là qui vont permettre à la personne en diffusion de donner confiance, à la fois quand elle va... Donc, on a ce travail en diffusion de... J'ai envie de dire de toquer à la coquille et d'essayer de gratter un peu pour ouvrir la coquille de notre personne, de pouvoir transmettre le message. Et puis après, il faut que le message transmis fasse son effet par lui-même, en fait, dans ce qui est le teaser, la première base, d'accord, oui, mais aussi que la personne, aujourd'hui, on est tous, sauf peut-être le programmateur de 80 ans, et encore, j'en connais qui sont très réseaux sociaux. Donc, on a tous pris cette habitude de regarder sur les réseaux sociaux. Donc on va regarder le teaser, mais on va regarder les réseaux sociaux aussi, pour pouvoir se faire une idée du spectacle. Donc c'est vrai que c'est de l'activité, quoi. On est dans un cercle, ça fonctionne pour moi ça fonctionne en binôme, en fait. La communication est bien toute seule. Si c'est juste pour faire venir du public sur nos spectacles qu'on autoproduit, en fait, il n'y a pas besoin d'autre chose. Mais la diffusion peut aussi parfois fonctionner tout seul, mais les deux ensemble, on sera sur l'efficacité, en fait. Oui, complètement. C'est ça qui... C'est complètement complémentaire, t'as raison. Tu l'as très bien résumé. J'ai toujours raison. Effectivement. Rien à redire là-dessus. Du coup, moi, j'avais une petite question supplémentaire aussi, toujours dans cet état d'esprit-là. Donc, on a dit oui et non, une différence de fonctionnement entre entreprises et entre compagnies, associations artistiques. Par contre, est-ce que il y a des différences aussi entre accompagner une compagnie, une association artistique, et accompagner un artiste qui, en son nom propre en tant qu'artiste, dans ses réseaux sociaux? On gère différemment. Effectivement, on gère différemment parce que encore une fois, le projet reste différent. Une entreprise comme un club ou un établissement de nuit ou une salle de spectacle va de toute façon avoir des interlocuteurs différents qu'un artiste peut avoir. Donc la communication sera différente puisqu'elle s'adressera pas au même type de public. Dans le premier cas, effectivement, on va s'adresser plutôt à des professionnels. Donc la communication restera sur des réseaux relativement professionnels. Donc, je veux dire, la salle de spectacle va être présente sur LinkedIn, là où l'artiste n'a pas forcément besoin d'être présent. C'est vraiment un exemple très très précis, mais effectivement, dans la manière de communiquer, ça va être très différent. On va donner accès à des infos différentes aussi. La salle de spectacle va avoir moins besoin de se vendre que l'artiste en lui-même, parce que l'artiste va être accompagné par un tour manager, par un manager, où il va faire sa propre communication de A à Z. Et là, dans ce cas-là, il va devoir effectivement se faire des contacts dans ce milieu-là pour être capable de vendre son projet, de faire adhérer au plus grand nombre. Donc la communication restera différente. Et comme je disais tout à l'heure, la troupe de théâtre qui vient de Biélorussie, qui veut s'installer sur le territoire français pour être capable de vendre son spectacle, va évidemment communiquer différemment que le tour manager qui travaille pour un gros label de rock, metal, punk anglais par exemple, pour ne citer que. Ça va être effectivement très différent. Les lieux de rencontre vont être différents aussi, les salons notamment. La communication va être différente. On va jamais recevoir de réponse par mail si on communique avec une salle de spectacle, alors qu'il faut effectivement plutôt se pointer sur place, être capable de prendre un petit peu son courage à deux mains et de dire écoutez, voilà, moi j'ai ce projet-là, présentez-moi votre programmateur. Ce qui a été le cas effectivement dans mon ancien travail. On avait énormément de gens qui nous contactaient par mail. Sans mentir, en vrai, on avait peut-être une 50aine de mails par jour gérés par l'équipe de programmation d'artistes qui voulaient se produire chez nous. Et c'était très compliqué de les rencontrer tous. Déjà, tous les mails n'étaient pas forcément bien rédigés. On n'avait pas forcément accès à un dossier artistique ni à un dossier de presse. Donc là, en fait, il y en a beaucoup qui, n'ayant pas de réponse, se sont dit bon, attends, je vais venir sur place, je vais lui donner une clé USB avec ma dernière set, et en fait, ça va être une bonne rencontre parce que déjà la rencontre est humaine au lieu de se faire derrière un ordinateur. Donc en fait, c'est les petits tips comme ça qui font que dans le milieu artistique, effectivement, il faut être capable de s'adresser au bon moment à la bonne personne, encore une fois.
J'aime bien que tu parles de ça, je rebondis là-dessus parce que effectivement, on a deux aspects. On a d'abord sur l'aspect diffusion où le mail est encore une chose, mais pour moi, le mail est un outil de base, donc un outil qui doit être calibré, c'est-à-dire qu'effectivement, la personne qui reçoit, il faut penser qu'elle va recevoir beaucoup de mails par jour, donc il faut que ce soit assez impactant. Donc il y a l'écriture du mail et puis il y a les liens parce que le but c'est d'aller tout de suite pouvoir écouter, voir, enfin comprendre tout de suite l'univers de l'artiste. Pour ça, encore faut-il que dans les 50, 100 mails reçus dans la journée, le mail qu'on aura envoyé ressorte. Et après, pour moi, c'est un outil pour pouvoir derrière faire finalement la communication humaine qui revient vraiment. Enfin, moi, j'ai l'impression ces dernières années, notamment sur la diffusion, que ça revient vraiment au centre. Et alors, à la fois, c'est compliqué parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas accès. Et j'entends des personnes qui disent oui, mais on peut pas, on connaît pas le programmateur, etc. C'est difficile d'accéder jusqu'à. Ça, j'entends, mais en même temps, on revient à du fondamental humain, c'est-à-dire que c'est un travail de réseau. Et du coup, c'est quelque chose qui va prendre du temps à mettre en place parce qu'on est humain, donc on peut faire le mail et l'appel téléphonique. Moi, ça m'est arrivé sur une structure d'avoir fait un mail, d'avoir fait un appel téléphonique, qu'on me dise le mail a été mis à la poubelle, mais attendez, je vais regarder, qu'on me dise d'accord, je vous rappelle après, qu'on me renvoie un mail en disant écoutez, j'ai regardé, mais je suis pas sûre que ça corresponde à la programmation. Alors ça, toujours faire attention quand on envoie aussi que ce soit ciblé, parce que j'imagine aussi dans les 50 mails, c'est ça, quand on est une boîte de nuit et qu'on soit une compagnie de théâtre dans son mailing, faire ça très attention, prendre du temps en amont à cibler les choses. Et finalement, derrière, on a un appel, on a un deuxième appel, parce que sur cette histoire que je racontais, j'avais eu ce retour comme quoi, non, nous on est plus théâtre, là c'est plus musique, sauf qu'on était sur du théâtre musical. Okay. Donc j'ai pu attendre moi de bien voir les répétitions et de pouvoir refaire un mail derrière justement de façon très humaine en disant écoutez, j'ai bien vu les répétitions là et je peux vous confirmer, on est bien sur du théâtre accompagné par la musique, mais voilà. Et en fait petit à petit, on crée un lien avec la personne et du coup cette personne va plus facilement nous écouter, nous recevoir. Et les salons, je rebondis là-dessus, j'adore que tu en aies parlé parce que effectivement ça va nous servir dans la communication, toi en CM en fait, de pouvoir utiliser, de pouvoir avoir du contenu j'imagine dans l'année, parce que des fois la difficulté c'est ça aussi en fait sur les artistes, c'est d'avoir du contenu et pas que sur les 2 mois de l'été quand il y a une tournée en été ou sur les 3 mois de représentation, mais d'avoir des choses au fur et à mesure, donc de pouvoir penser, mais ça, j'avance un peu trop vite sur les tips et astuces, mais c'est aussi d'aller créer son réseau, et quand on y crée son réseau, on a toujours l'impression que c'est un truc qu'on s'oblige à faire, qui est pas humain, alors que dans la réalité, c'est d'aller sur un salon et c'est de croiser une personne. Alors oui, il faut juste réussir à se présenter, mais c'est pas de se vendre en général. Souvent, moi j'aime bien faire cette comparaison, puis ça marche pas. Vous savez que ces magasins de vêtements ou n'importe quel magasin dans lesquels on rentre et qu'on a le vendeur qui nous saute dessus et qui nous dit je peux vous aider? Non, ça va, je regarde juste. Est-ce que je peux vous aider? 1 fois, 2 fois, 3 fois? Ça, en tout cas, ça marche pas sur moi. Non. Et je pense que ça marche pas sur la majorité des gens. Et en fait, c'est la même chose quand on va sur des salons. C'est-à-dire que il faut aller sur le lieu et se présenter. Et là, je rebondis sur une autre chanson de La Rue qui est à nous, que j'aime beaucoup, qui explique un peu la chance, elle aime pas ça, ceux qui lui font la gueule. Oui. J'adore cette chanson, j'avoue. C'est très vrai, ça. et c'est très vrai. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui disent mais vous avez de la chance, vous connaissez plein de personnes, tout ça. Mais en fait, c'est un travail, alors personnellement, c'est un travail de 15 ans quand même, et puis un travail d'investissement financier aussi, d'aller traverser la France, de rencontrer les gens, un travail d'énergie et de stress quand on s'est dit on a réussi à décrocher un rendez-vous parce que un tel nous a dit de prendre rendez-vous avec un tel, et qu'on arrive devant la porte et qu'on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire, etc. Et donc c'est tous ces investissements là, mais qui sont sur le long terme et qui créent des vraies relations humaines. Et finalement, on a cette impression de chance parce qu'effectivement, quand on est entouré comme ça, enfin, qu'on sait qu'on peut compter sur certaines personnes, etc. On a cette impression de chance, mais cette chance-là, on l'a provoquée. On n'est pas juste resté, tout seul dans son canapé. Donc, cette importance de circuler, de rencontrer d'autres personnes, d'être dans l'interconnaissance, de pas être là forcément que pour présenter son projet, mais en fait d'être là
juste humainement, d'être là, en tant que personne, en tant qu'artiste. Et c'est là que les bonnes rencontres se font, c'est là qu'on croise. Ça peut arriver de croiser personne. Ça peut arriver que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Mais souvent, quand c'est un coup d'épée dans l'eau sur le moment, quelques temps plus tard, ça revient un moment. On recalibre et puis effectivement, c'est exactement ce que tu disais. En fait, je rapporte ça avec ma propre expérience, avec le lancement de Monacom. Pendant très longtemps, je me suis dit mais je suis pas à la hauteur, je suis pas légitime dans ce milieu-là. Et puis oui, d'accord, mes copains et ma maman, elle dit que je fais des jolies choses, mais est-ce que c'est suffisant pour monter sa boîte? Est-ce que c'est suffisant pour se lancer dans ce métier-là? Et surtout après mon expérience dans l'établissement de nuit, ça restait finalement une expérience qui était très compliquée parce que le milieu de la ligne, donc les codes sont différents, les horaires, l'amplitude horaire était incroyable, donc je suis sortie de là, j'étais lessivée et je me suis remise en question en me disant mais en fait est-ce que je suis vraiment faite pour ce métier-là? J'ai tout remis en question dans toute ma vie. Je me suis dit en fait je vais quitter le milieu de la com et puis je vais faire une formation pour devenir fleuriste quoi. Enfin c'est deux choses très différentes. Ce qui est très très bien aussi. Ce qui est très cool aussi. Et très artistique aussi. Et effectivement, toujours le côté artistique et créatif. Mais après quelques mois où j'ai pu prendre le temps de me poser, de me reposer aussi, là je me suis dit mais en fait non, c'est ça que j'aime faire. C'est ça, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me plaît. Et j'ai continué à travailler dans ce projet associatif à côté avec le collectif. Et ça m'a redonné confiance dans ma capacité à faire des choses qui sont cool et qui ont servi. Et c'est une des personnes qui fait partie du collectif, Gaëlle, qui m'a dit mais je crois que Laura, tu te rends pas compte de la chance qu'on a de t'avoir parce qu'il y a plein de groupes de DJ, de groupes d'artistes qui n'ont pas une personne dédiée à la communication, au booking des dates. Et ça nous enlève un poids fou. Et ce que tu fais, c'est très cool. Et ça m'a redonné un peu confiance. Et c'est ça qui m'a fait me dire, ouais, mais alors attends, du coup, si je lance mon activité, il va falloir que je me vende, que j'aille voir des gens, que je fasse jouer mon réseau, chose qui n'est pas du tout naturelle chez moi à la base, parce que toujours ce petit syndrome de l'imposteur où on se dit je suis pas à la hauteur, il y a les gens vont se rendre compte que je suis un imposteur, etc. Finalement non, en fait, parce que c'est le jeu de jouer à ça, justement d'être capable de se présenter. Et c'est une amie qui m'a dit, typiquement, prends une carte de visite avec toi et quand tu vas en soirée, parle de ce que tu fais et tu vas voir que c'est comme ça que des gens vont te dire ça tombe bien, j'ai un pote qui a un projet musical, mais il cherche quelqu'un pour lui faire des photos, des vidéos, parce que lui, il a pas le temps. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que le réseau se construit. Et il faut pas avoir peur, comme tu dis, de se lancer dans cette démarche de construire un réseau, parce que justement, c'est comme ça que je t'ai rencontré aussi, et ça donne de super expériences. Ce podcast en est la preuve. Donc évidemment, se mettre en avant, c'est pas quelque chose qui est naturel pour tout le monde. Cela dit, si vous êtes conscient que vous valez la peine, que vous valez vos compétences, que vous avez des choses à proposer, au même titre que n'importe quel artiste sur cette terre, eh bien faites-le, lancez-vous là-dedans et effectivement, acceptez qu'on puisse vous aider, qu'on puisse vous mettre le pied à l'étrier et ça donne des super expériences pour la suite. Et c'est ça, d'avoir cette chance de pas oublier sur la gestion de projet, on est tous, et j'ai envie de dire vraiment gestion de projet, parce que finalement, que ce soit artistique, ou c'est quand on se lance un peu tout seul, qu'on porte un projet. Alors des fois, les groupes musicaux ont cette chance d'être à plusieurs et peut-être de se serrer les coudes, mais une fois qu'on se retrouve tout seul sur le salon, parce que tout le monde n'a pas pu venir, c'est peut-être pas si simple que ça, mais c'est qu'on a forcément tous ces hauts et ces bas, on a ces doutes, tout le monde les a, et j'ai envie de dire peut-être presque des personnes qui ne doutent jamais ne sont peut-être pas les meilleures. Voilà. Il y en a aussi. Il y en a aussi, mais on a aussi cette chance en fait de pouvoir. Enfin, moi, je le ressens avec Akea et je le ressens de toute façon quand je rentre dans une salle de spectacle vide, quand il n'y a pas de public, mais qu'il y a juste les répétitions sur scène, de sentir quelque part un peu, je suis à ma place. J'ai l'impression que c'est ce que tu as trouvé aussi, et c'est souvent ce que les artistes ont, et c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous fait avancer. Après, effectivement, moi, j'aime bien redire, ça veut pas dire qu'on n'a pas des moments qui sont compliqués, on n'a pas des moments où on doute, etc. Mais c'est aussi cette capacité à aller au-delà de ça et à remettre l'humain au milieu, parce que finalement, quand on va croiser quelqu'un et qu'on va parler de soi, c'est juste bonjour Laura, tu fais quoi dans la vie, et en fait c'est juste naturel, et sur ces salons-là qui sont dédiés à ça, en fait les gens sont là pour ça, donc la question va se poser assez naturellement. Donc ça, c'est vrai que c'est assez important à reprendre. Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien sur ces petites questions d'entretien pouvoir demander si tu as peut-être des petits trucs et astuces pour alors au choix comme tu veux pour la compagnie qui va devoir gérer toute seule ses réseaux sociaux, ou pour l'artiste qui doit gérer tout seul ses réseaux sociaux avant de pouvoir avoir la chance de cet accompagnement. Est-ce que tu as des petits trucs à nous dire là-dessus qui pourraient aider? Alors oui, effectivement, j'ai des bons tips à vous transmettre, vous qui êtes artiste ou compagnie ou structure, effectivement. Je dirais que
le premier conseil que je donne en général à quelqu'un, et c'est vraiment la première heure de discussion quand je rencontre un nouveau client, c'est qui es-tu? C'est quoi ton projet? Explique-moi ce que c'est que l'essence de ta passion, de la flamme qui t'anime justement, et dis-moi ce que tu es pour que je puisse mieux comprendre ce que je vais devoir vendre moi ensuite. Ensuite, il y a connaître son public. Une fois qu'on sait qui on est, qu'on sait ce qu'on propose, comment on s'identifie, ça peut passer par plein de questions en fait. Ça peut être quel est le genre de musique sur lequel je m'identifie. Est-ce que j'ai la volonté de jouer partout en France, ou est-ce que je veux me concentrer d'abord sur ma ville, etc. Ça peut être ce genre de choses. Si c'est une salle de spectacle, une salle de concert, est-ce que je veux mettre en avant plutôt certains types de projets, certains artistes, certaines troupes. Et du coup, une fois qu'on a répondu à ça, du coup, ça répond à quel public en fait. Qui va pouvoir m'écouter, qui va pouvoir venir me voir, qui va être capable de venir payer une place pour assister à ce que je produis. Et ça, je pense que c'est un peu le nerf de la guerre, et c'est vraiment l'aspect marketing qui permet d'avoir une meilleure vision de ça en fait. Le marketing, pour le rappel, le marketing et la communication, c'est deux choses différentes, et dans mes compétences, j'ai cette double casquette depuis toujours, parce que le marketing, littéralement, c'est la mercatique, c'est comprendre son marché. D'accord. Voilà, l'étude du marché en fait finalement. Donc étudier à qui s'adresse ce que je vais pouvoir proposer derrière. Être capable de comprendre mon public, ça va être capable de comprendre le client final, celui qui va venir acheter son ticket. Est-ce que c'est Josiane, 45 ans, qui veut venir se détendre une fois par mois avec ses copines? Est-ce que ça va être pour une sortie en famille? Est-ce que c'est un spectacle plutôt dirigé sur les enfants? Auquel cas, il faut adapter ses communications aussi. Est-ce que je suis un artiste rap? Auquel cas, est-ce que je connais les codes du milieu du rap? Est-ce que je suis capable de vendre à ce type de public qui est présent sur certaines plateformes et pas sur d'autres? En fait, ça passe par plein d'aspects, parce que comprendre à qui on vend son projet, à qui on veut transmettre son message, finalement, c'est faire à peu près, je dirais, 50% du taf. Le fait de se connaître, c'est une grosse partie aussi. Cela dit, c'est jamais fixe dans le temps. On peut très bien évoluer, que ce soit à titre pro ou à titre perso. On a tous, comme tu me disais, effectivement, eu une certaine vision de ce qu'on voulait faire à un moment donné dans la vie. Et puis finalement, on finit par se dire, en fait, ça j'aime bien, j'ai découvert et je trouve ça cool. Ou ça peut être du montage vidéo, par exemple. Ça peut être des choses, des compétences qu'on finit par développer, qu'on finit par apprécier. Et effectivement, le fait de savoir qui on est, le fait de savoir à qui on s'adresse, ça fait quand même une grosse partie du taf. Oui. Donc en fait, on reprend un peu ce qu'on oublie souvent en fait, je pense, parce qu'on se lance, on se dit tiens, ah là j'ai pris une vidéo, etc. Finalement, ne pas oublier ce qui peut passer pour une perte de temps au début, mais qui est juste de se replonger, de remettre toutes les choses à plat. Ou des fois, on découvre nous-mêmes sur nous-mêmes des choses, on se redit, en reprenant, c'est toujours, moi j'aime bien le côté reprendre les chiffres, un peu, tout ça, mais en reprenant effectivement son public cible, en regardant peut-être déjà le nombre de followers qu'on a, etc. Pas hésiter à étudier sa communauté, justement. Sur les réseaux sociaux, on a accès à ces statistiques-là, donc simplement être capable de vérifier, sur son compte Instagram, quand on a un compte pro, j'entends, pas un compte perso, parce que ça, on n'a pas accès à l'info. Mais quand on a un compte pro sur Instagram, on est capable d'accéder à qui est notre public, qui est notre audience, ce qu'on appelle l'audience finalement. Et c'est important de savoir que, en fait, ça, j'ai vraiment eu l'exemple typique quand je travaillais dans l'établissement de nuit, c'était à qui s'adressent les communications que j'envoie, qui consulte les communications, les posts que je fais, les stories que je fais. Et à une certaine période, j'avais peut-être 70% de femmes et 30% d'hommes, quand c'était distingué sur ces deux genres-là. Et en fait, c'était super important, parce que les femmes ne communiquent pas ou ne reçoivent pas les informations de la même façon que les hommes. Et c'est factuel, c'est une information très factuelle, c'est bien au-delà de notions sexistes ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est important dans les dimensions marketing. Donc c'est des choses qu'il faut être capable d'étudier, prendre le temps de faire, et là où on se dit tiens, j'ai fait telle story ou tel post et ça n'a pas eu d'impact, je me pose la question de pourquoi ça n'a pas eu d'impact. Est-ce qu'il s'agit du public qui était pas le bon à ce moment-là? Est-ce qu'il s'agit de l'heure à laquelle j'ai posté? Est-ce qu'il s'agit du contenu qui était peut-être has-been à ce moment-là, ou qui n'était pas adapté? Est-ce que c'était parce que c'était une photo ou une vidéo, etc. Et être capable de se poser cette question-là, ça rentre dans la mécanique du marketeur ou de la marketeuse, pour faire une stratégie de communication efficace derrière. Super. Juste quand tu dis compte pro, on vient d'entendre, ça veut pas dire qu'on paye un compte. Non. Voilà, il y a cette possibilité-là avec le truc vérifié, etc. Sur certains des réseaux sociaux, en tout cas que je connais. Mais à passer sur le compte pro, en fait, c'est juste signaler sur certains des réseaux sociaux qu'on passe en compte pro, qui nous permet de voir les statistiques. Hein. On est d'accord, c'est pas quelque chose de payant, etc.
Non, effectivement. Juste à préciser parce que tu fais bien de clarifier. Effectivement, il y a différents types de comptes, notamment par exemple sur Instagram, on a la distinction entre le compte perso, le compte créateur et le compte business qui est un compte plus entreprise. Le compte créateur, on va s'adresser plutôt à des influenceurs ou des créateurs de contenu finalement. Et pour la partie perso, je pense que a priori tous ceux qui regarderont la vidéo savent de quoi je parle quand il s'agit d'un compte perso. Mais effectivement, c'est pas quelque chose de payant, c'est simplement une option de compte qui nous permet d'avoir accès à des statistiques, effectivement. Super. Donc, les 2 premiers conseils, apprendre à se connaître et être capable de savoir qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on vaut. 2e conseil, connaître son public. 3e conseil, connaître les usages des plateformes. On en parlait tout à l'heure. Chaque plateforme a des codes et des usages différents. On va pas poster aux mêmes heures sur ces mêmes plateformes et le message sera différent. On transmet pas du tout la même information sur un post, sur un tweet, que sur une vidéo YouTube de 1h40. Donc, effectivement, pas hésiter à se renseigner sur les principaux usages de ces réseaux sociaux-là. Il existe énormément de ce qu'on appelle de livres blancs, donc des manuels d'utilisation qui sont accessibles et qui sont gratuits en ligne, qui permettent de connaître un petit peu les principaux usages. Il y a des sites internet, des blogs, comme le blog du modérateur par exemple, qui donne plein d'articles sur les différents usages et c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est des informations qui sont gratuites, donc faut pas hésiter effectivement à consulter ce genre de choses avant de se lancer. On a ensuite créé du contenu régulièrement. Ça, c'est effectivement le conseil que je donne à la plupart de mes clients, c'est pas avoir peur de sortir son téléphone pour faire une story, pour faire une vidéo, pour faire une photo, même ne serait-ce que d'une répète, une journée de composition, où vous êtes devant votre ordinateur, vous êtes en train de composer quelque chose. Il faut savoir que la majeure partie des gens qui vont vous suivre, si vous êtes artiste et que vous êtes capable de produire de la musique, de créer de la musique ou d'être créatif tout simplement, que ce soit de la musique d'ailleurs ou une chorégraphie, un spectacle, n'importe quoi. Si vous avez cette capacité-là à créer, il ne faut pas hésiter à vous dire que la plupart des gens qui vous suivent n'ont pas cette fibre-là et n'ont pas la capacité à créer. Et beaucoup sont très admiratifs de cette fibre de création. Donc, ne pas hésiter à montrer comment ça se passe. Et c'est super intéressant pour les gens en face. En tout cas, c'est mon cas. Et je me dis, c'est le cas pour beaucoup de gens. T'as tellement raison de le redire parce que effectivement, là que tu le dis, je m'en rends compte parce que je pense que moi-même étant très entourée d'artistes, je l'oublie. Mais effectivement, c'est quelque chose. C'est vrai quand on est les backstage, moi je me dis souvent, les gens qui visitent les coulisses de théâtre, etc. Je suis toujours impressionnée par leurs yeux impressionnés. Mais en fait, c'est vrai qu'on commence à avoir un peu l'habitude et les autres gens non. Donc finalement, voir comment ça se passe derrière, effectivement, bien penser à ça. C'est trop bien en fait, comme je disais tout à l'heure, le fait d'être entouré par des gens passionnés par leur activité, c'est trop bien de pouvoir baigner dans ce milieu-là. Et en plus, quand c'est des choses qui ne sont pas dans nos propres compétences, donc être capable de sortir un logiciel de création, de composition, de montage, de photographie, n'importe quoi. Si vous avez cette curiosité-là, juste, ça veut dire que vous vous adressez à des gens qui vont l'avoir aussi. Donc, profitez-en et donnez accès au backstage, justement, de cette activité-là parce que ça intéresse beaucoup de monde. Donc, il faut avoir le réflexe, et c'est en ça que le community manager est là aussi, de sortir son téléphone, de sortir l'appareil photo, de faire quelques photos, quelques vidéos pour créer du contenu. Et ça peut être tout et rien, ça peut être vraiment quelques secondes de story où vous êtes en train de prendre un musicien en train d'enregistrer sa voix de violon, ou ça peut être quand vous êtes en train de faire les balances d'un concert, ça peut être sur la route pour mettre le matériel dans la voiture. Donc c'est plein de choses comme ça où les gens vont se dire ah tiens c'est sympa d'être dans les coulisses. Donc vraiment pas hésiter à créer du contenu le plus régulièrement possible. N'importe quel photographe, n'importe quel vidéaste qui prend des photos régulièrement va pouvoir se dire ok les photos sont très cool, j'en ai 5 sur les 500 que j'ai prises. Par exemple, typiquement samedi dernier on était en concert avec le collectif. Sur la soirée j'ai pris à peu près 700 photos. La Rafale qui fait aussi beaucoup le taf, mais en fait c'est des photos qui vont servir sur le long terme. Parce que à n'importe quel moment je peux faire un post avec l'une des photos que j'ai utilisées, où je peux en faire une story, je peux en faire ce que je veux derrière. Donc pas hésiter à créer du contenu régulièrement, c'est ce qui fait que ça de toute façon ça servira à un moment donné. Pour pouvoir en avoir les moments où finalement on n'est pas en action. Exactement. Est-ce que tu as peut-être une dernière astuce, un dernier tips supplémentaire? Le dernier tips, vraiment, je pense que c'est le plus important, c'est de rester soi-même. C'est le plus important dans ce genre de milieu, surtout. Vous avez, encore une fois, vous faites partie des gens qui sont créatifs, qui sont dans le milieu artistique. Vous avez un projet à faire valoir, vous êtes passionné par ce que vous faites. Respectez-vous. Ne cherchez pas à suivre les codes absolus de « ok, ça c'est ce qui marche dans ce milieu-là, il faudrait plus que je sois comme ça, il faudrait que je communique de cette façon, etc. » Restez vous-même. C'est le plus important parce que
plus on est authentique, plus ça parle au plus grand nombre, je pense. Et ceux qui ont réussi à percer à travers un personnage, ils ont cette distinction, je pense, pour la plupart, entre l'artiste qui est sur scène et qui porte certaines tenues, qui est extraverti d'une certaine façon, etc. Et ce qu'ils sont en privé, c'est des gens qui ont une grande capacité à jouer un rôle. C'est deux choses différentes. Donc, dans tous les cas, restez vous-même, soyez humble, parce que ça reste quelque chose qui est très agréable pour les gens qui vont travailler avec vous aussi. Et vraiment, profitez de ce que vous faites, c'est trop cool. Super. Merci beaucoup, Laura, vraiment pour tout cet entretien et ces astuces qui serviront, j'espère, à pas mal de personnes en attendant d'avoir la possibilité, les moyens, la capacité ou de trouver la bonne personne, parce qu'on n'en a pas non plus tant que ça des community managers qui sont spécialisés dans le milieu. Pour notre part, je vous remercie de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver les différentes vidéos en nous suivant sur le YouTube de Akea. N'hésitez pas à nous faire vos retours ou à nous donner éventuellement des thèmes, des sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans d'autres vidéos. À bientôt!